bienvenue pour un nouveau numéro un petit peu spécial cette fois-ci de la Horde Sauvage. Normalement, si vous écoutez sur ce numéro précis, c'est qu'on est en plein été. On a donc décidé, je fais peut-être une petite présentation du coup de ce concept qu'on a pour les mois de juillet et août. Voilà, on va pas vous prendre des films particuliers comme on a fait tout au long de cette première saison. Des films qu'on va décortiquer. On a pris chacun, donc on est toujours tous les quatre. D'ailleurs, présentons-nous. À mes côtés, Quentin. Bonjour à tous. En face. C'est très bizarre ce bonjour. Bertrand, bonsoir. Et moi, je suis juste à côté et c'est Mickaël. Voilà, donc la même équipe que d'habitude. Et on a donc tous pris un thème, une question, évidemment en lien avec le cinéma, thème autour duquel on va essayer de donner des petites infos. Ça tiendra autant du débat que de l'échange, etc. L'idée, c'est que les gens qui nous écoutent puissent avoir des petites pistes, soit à creuser ou à prendre des petites infos, anecdotes autour des sujets traités. Alors, on commence avec ma pomme. Pour ce premier numéro. Alors moi j'ai voulu lancer les copains et moi-même sur le sujet, le thème des films en noir et blanc, le noir et blanc, notre rapport au noir et blanc, comment on le perçoit, est-ce qu'il peut être problématique dans notre manière d'aborder les films, est-ce qu'on y voit différentes formes, ça peut être le noir et blanc économique, le noir et blanc artistique, le noir et blanc parce que la couleur n'existait pas à l'époque pour les films les plus anciens. Voilà, enfin savoir un petit peu notre rapport les uns les autres, alors sachant que on le redit, on est un petit peu deux générations autour de la table. Bertrand et moi qui sommes plutôt dans la bonne quarantaine, Quentin et Mika plutôt dans... Quel joli on approche la trentaine. Voilà, vous approchez la trentaine. Merci, lui aussi on approche, mais on est encore assez loin. On est encore dans la quarantaine. Voilà, donc non, mais ce qui est intéressant, c'est voilà d'avoir peut-être deux approches différentes de ce que peut être un film noir et blanc, étant donné nos âges respectifs. Alors j'ai pas forcément de feuille de route précise sur la manière de mener l'échange. J'avais presque envie de commencer par un petit tour de table, savoir un petit peu les uns les autres votre rapport au noir et blanc. Quel pourcentage des films que vous regardez ça représente? Est-ce que ça vous pose un problème, etc. Enfin voilà, votre rapport au noir et blanc en général au cinéma. Lequel a envie de commencer? Je vais commencer. Alors, Mika? Moi, niveau pourcentage de films en noir et blanc que j'ai dû voir dans ma vie, ça doit être aux alentours de 4%, à peu près. Voilà, j'ai pas un rapport, comment dire, j'ai pas un rapport où ça me rebute. Je l'avais avant, bien, ouais, parce que à chaque fois on dit noir et blanc, c'est vieux film, donc c'est pas forcément intéressant pour un adolescent. Voilà. Des années 2010, ouais. Voilà, que j'étais, et puis un petit peu aussi fermé dans mon couloir de pensée. Borné? Oui, voilà. À quoi tu serais borné? Pas du tout. Peut-être pas borné, mais j'avais mon couloir de des pensée. Préjugés peut-être. Voilà. Des préjugés par rapport au noir et blanc, ouais. Voilà, c'est j'ai pas eu la chance. J'ai eu des parents qui m'aimaient, mais je n'ai pas eu la chance qu'ils me mettent sur la voie des films en noir et blanc. Donc voilà, c'est je sais pas votre rapport au noir et blanc, vous Bertrand, du coup, on va continuer dans ce sens-là autour de la table. Le noir et blanc, je peux pas dire que c'est quelque chose qui est, pour moi, c'est accessoire. Ça a même été quasiment la norme jusqu'à un certain point, puisque étant gamin, la première télé que mes parents avaient était en noir et blanc, donc tout était noir et blanc. Alors partant de là, ça a jamais été un obstacle à quoi que ce soit. Après, pour moi, je prends les films comme ils viennent, et puis noir et blanc ou couleur. Pour moi, c'est pareil. Quentin, à toi. Du coup, moi, effectivement, contrairement à Bertrand, comme Mickaël, on n'a pas de la même génération, donc nous, on a connu effectivement la télé couleur, on avait le choix, entre guillemets. Oui, mais c'est nous sommes d'un monde qui était noir et blanc. C'est ça, exactement. Vous n'avez pas vu ça, vous. Notre génération, fallait qu'on soit curieux pour voir du noir et blanc, ou alors arriver à Arte un soir. Ouais, voilà, c'est ça. Donc moi, le rapport que j'ai, alors j'ai vu plus de films que Mickaël, je dirais, en noir et blanc. J'ai aucun problème avec. C'est toujours sympathique. C'est à la marque, on va dire, soit d'une époque. En général, pour moi, c'est un peu la marque d'une époque. Et puis les films modernes, on va dire, depuis une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années, où le noir et blanc est devenu c'est vraiment raréfié dans le cinéma.
Aujourd'hui, je le vois plus comme une curiosité. En général, un film moderne qui va être en noir et blanc, c'est, à part quelques exceptions, on peut peut-être citer 2-3 films, mais là, comme ça, bon, le premier qui me vient en tête, ce serait Sin City, qui serait un film en noir et blanc, où il se passe des choses, sachant que je l'ai pas vu, ce film-là. Mais où c'est un film genre d'action, ou, en tout cas, il me semble bien, hein, je disais, je l'ai pas vu, mais bon, voilà. C'est quand même un film où il se plutôt actif, mais en général les films modernes, en tout cas de ces 20-30 dernières années, qui sont en noir et blanc, c'est jamais trop des films énervés, on va dire, ça va être des films plutôt posés. Du coup, je vais avoir le même, je vais être pas rebuté, mais je vais avoir le même a priori que sur un film en couleur du même genre, quoi. Voilà, si c'est un biopic sur la vie de je sais pas qui et que c'est en noir et blanc, c'est juste que faut que je sois dans le mood de regarder un biopic sur la vie de je sais pas qui. Voilà, mais j'ai pas un truc où me dire c'est du noir et blanc donc ça va poser problème. Peut-être plus quand je l'avais plus jeune effectivement. Mais en découvrant quelques vieux films, je me suis rendu compte que c'était pas du tout un problème. Et puis ouais, non, j'aime bien les beaux noirs et blancs, quoi. Il y a des noirs et blancs qui sont vraiment très beaux et parfois ça peut être ça paraît un peu bizarre pour les gens qui nous écoutent et qui sont pas spécialement fans de noir et blanc, qui en regardent pas trop. Ça peut paraître curieux, noir et blanc c'est noir et blanc, quoi. Mais non, il y a des beaux noirs et blancs et des noirs et blancs qui sont qui sont plus plats, quoi. Et ça donne une patte à un film, quoi. Donc j'aime bien ça, mais j'en regarde effectivement assez rarement parce que je regarde plus des films modernes que des films anciens et donc fatalement voilà en gros mon point de vue. Ok. Moi pour ma part, comme j'ai très tôt en fait découvert des vieux films, ma cinéphilie s'est vraiment constituée comme ça, c'est-à-dire qu'en mangeant des films années 80-90 on va dire, pour l'essentiel des films contemporains, et très tôt j'ai vu des vieux films. Alors les vieux films, on a une chance sur deux que ce soit noir et blanc, ou parce que la couleur est quand même arrivée finalement assez tôt dans l'histoire du cinéma, mais j'ai vu des films noir et blanc très tôt, et ça a toujours fait partie du cinéma pour moi. Depuis que j'ai découvert le cinéma, il y a toujours eu des films en noir et blanc dans ma cinéphilie. Donc ça ne m'a jamais posé souci. Tu le disais, Quentin, t'as fait une remarque intéressante sur ça peut paraître bizarre aux gens qui nous écoutent, qui sont réfractaires au noir et blanc, de dire qu'un film en noir et blanc peut être beau, tout. Bah si, parce que c'est vrai qu'il y a quand même plein de manières de traiter le noir et blanc. C'est pas parce qu'il n'y a pas de couleur que il y a le noir, il y a le blanc, il y a la luminosité, c'est ça, il y a la lumière, il y a les jeux d'ombre. Les éclairages, parce qu'un film en noir et blanc est éclairé tout pareil qu'un film couleur, bien évidemment, et ça peut donner lieu à des choses extrêmement belles. Et d'ailleurs, assez souvent dans le cinéma contemporain, pour des films qui sont tournés en noir et blanc, on a généralement affaire à des esthétiques assez travaillées, assez poussées. Au-delà du sens que ça peut donner au propos du film, j'ai fait une petite liste, alors à partir du moment où ça devient un choix artistique, oui, le reste est à l'avenant, effectivement. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on est en 2025 et depuis, comme je disais, une trentaine d'années, c'est un choix artistique de faire un film en noir et blanc. Voilà, c'est ça. Il y a un propos artistique derrière la plupart du temps. Alors ça peut être économique. Il peut y avoir des raisons économiques. Le film noir et blanc, en tout cas pellicule, coûtait moins cher en principe que de faire un film couleur, donc ça peut être économique. Mais dans la plupart des cas contemporains, pour ce qui est du cinéma de ces dernières décennies, c'est plutôt un choix artistique. Donc à partir de là, avec une intention précise. Qui tourne en pellicule en noir et blanc aujourd'hui parce que c'est économique? Oui, ça, c'était une problématique qui a perduré jusqu'au début des années 80, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, tout à fait. Alors moi, je voulais quand même lister, et vous en avez forcément, les copains, vu quelques-uns dans le lot. J'ai fait une petite liste des films sur les 40-45 dernières années. Je suis remonté début des années 80, hein, je crois, pour pas dire de bêtises. Et j'ai listé des films, alors que ceux qui nous écoutent, pour la plupart, il y a certains titres qui vous diront quelque chose. Et ce qui est quand même intéressant, c'est de constater que je suis allé gratter plutôt du côté de cinéastes connus. Alors évidemment, il y a des cinéastes moins connus, peut-être même certains qui ne sont pas passés à la postérité, qui ont tourné en noir et blanc. Mais c'est pour dire quand même que le noir et blanc n'est un frein, un obstacle artistique pour, a priori, personne dans le cinéma. C'est-à-dire que pas mal de grands auteurs y sont allés. Alors il y a David Lynch, récemment disparu, qui a quand même tourné sur ses 10 longs métrages 2 films en noir et blanc. C'est quand même pas rien. Eraserhead et Elephant Man, qui sont respectivement de 77 et de 80. Et qui sont... Alors, j'ai pas vu Eraserhead, mais il est réputé pour être très bien. Et puis, très travaillé en termes d'esthétique, oui. Et puis, Elephant Man, c'est un chef-d'œuvre et qui est d'une beauté incroyable. Voilà, c'est ça. Raging Bull, 1980, Martin Scorsese. Stardust Memories, 1980, Woody Allen, qui reviendra d'ailleurs avec Celebrity en 1998. Rusty James, 1983, donc pas si loin de nous, hein. Francis Ford Coppola. Manhattan n'est pas en noir et blanc?
Manhattan. Tu parles de Woody si Allen. C'est possible. Oui, mais alors Manhattan doit être un peu plus vieux. Je crois. Ah oui, parce c'est que peut-être pour ça que c'est pour ça que alors, tu je sais l'as. plus l'année de Ah, ok. sortie. Oui, d'accord, C'est excuse-moi. peut-être je sais plus. Je veux pas dire de bêtises. J'ai Bah, pas je dirais l'année de... fin 70, quelque chose comme ouais, ça. voilà, c'est ça. 77. Ah oui, là, je me suis relativement limité. Je D'accord, suis c'est pour remonté ça. jusqu'aux années 80. Mais c'était pour signifier que Ok, voilà, ok. il y a des grands films, ou en tout cas des films de réalisateurs connus, qui sont sortis en noir et blanc de manière assez proche de nous. Ouais. Jim Jarmusch, Don Bailo et Denman, son western avec Johnny Depp, voilà, 86-95. Kafka de Steven Soderbergh. Alors qui est pas intégralement d'ailleurs en noir et blanc, hein. Je crois qu'il y a des scènes en couleur. Je l'ai pas vu depuis longtemps, mais enfin le film était quand même plutôt connu pour sa partie noir et blanc, voilà, conséquente. The Good German du même Steven Soderbergh en 2006 avec Cate Blanchett et George Clooney. La liste de Schindler 1993, Steven Spielberg. Bon là je pense que ça parle quand même à pas mal des gens qui peuvent nous écouter. Et qui est un bon exemple d'utilisation intéressante du noir et blanc. Voilà. Voilà. Avec cette fameuse petite touche de couleur. Revoyez le film pour comprendre. Ed Wood, on est toujours dans les années 90 du côté de Tim Burton, c'est pareil, ça a un sens, hein, évidemment. C'est un noir et blanc non seulement extrêmement travaillé, mais évidemment qui a tout son sens quand on sait que c'est le biopic d'un réalisateur fauché qui tournait évidemment en noir et blanc. La haine, du côté de chez nous, effectivement, Kassovitz, qui tourne La haine, alors je dirais 94. The Barber des frères Cohen. 95. 14 pour 95 pour la haine. Pour la haine, d'accord. Ouais, excuse-moi. Non, mais autant pour moi. The Barber des frères Cohen en 2001, pareil. Alors c'est complètement cohérent par rapport au projet qui est de rendre hommage au film noir de la grande époque, hein, années 40-50, film qui était souvent, alors non seulement considéré comme appartenant au genre noir, mais qui était la plupart du temps noir et blanc, évidemment. Logique, donc The Barber. Sin City, tu l'as évoqué, hein, Robert Rodriguez, 2005. Roma de Alfonso Cuarón, par un petit cinéaste. Et en plus, sorti Netflix. Exactement, film Netflix. Donc, d'ailleurs, c'est pas le seul. Donc, film de Netflix, donc on va dire public large, on va dire, quand tu... Voilà. Enfin, Netflix, ils font pas trop des films. Bon, peut-être à l'époque un peu plus, parce qu'on était en 2018, hein, c'est ça 2018, ouais. 2018, hein, donc à l'époque... J'ai encore appâté le chaland à l'époque. Ouais. Oui, voilà, aujourd'hui, mais je sais pas si j'y referais ça, tu vois, mais... ils l'ont fait en tout cas en 2020, avec Manque, effectivement, de David Fincher. Ça fait déjà 5 ans qu'il est sorti celui-là. Ben oui, voilà. Donc là encore, c'est un film Netflix. Donc deux grands cinéastes qui, à 2 ans d'intervalle, proposent chacun un projet noir et blanc à Netflix. Donc effectivement, c'est quand même intéressant de le noter. Dans les films moins connus de Powell Polikowski, moi que j'avais trouvé absolument sublime. Bon, c'est pas la seule fois où il est tourné en noir et blanc. Cold War. Très 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 beau film 2018, je sais plus si je l'ai dit. Que j'ai pas vu, mais ouais, c'est superbe. Alors là, moi, c'est une utilisation du noir et blanc que je trouve absolument sensationnelle. The Lighthouse, que je crois nous avons presque tous vu autour de cette table, du gentil Robert Eggers. Exactement. Ouais, non, alors, voilà, mais projet pareil, complètement cohérent par rapport à son propos, voilà, dans un noir et blanc extrêmement beau, extrêmement travaillé. Très beau. The Lighthouse, c'est magnifique. Enfin, visuellement, l'image est d'une profondeur sensationnelle. J'ai même du mal à imaginer. Je ne l'imagine pas en couleur, ce film. Mais bon, ah bah clairement. Voilà. Oui, puis en plus le film fait beaucoup écho au cinéma allemand des années 20, 30. Expressionniste, exactement. Voilà. Donc c'est vraiment. Donc le meilleur moyen de lui rendre hommage, c'est évidemment de le tourner en noir et blanc. Il y a des films qui ont connu des versions alternatives en noir et blanc, mais qui sont plutôt connus pour leur version couleur. Fury Road, Mad Max Fury Road de George Miller, et 2015. Logan, effectivement, de James Mangold. Et puis j'avais noté aussi Parasite, du camarade Bong Joon-ho, dont nous avons parlé cette année. J'ai pas vu le dernier. Enfin, j'ai vu Parasite, mais j'ai pas vu sa version noir et blanc. Non, moi non plus. Pour avoir vu Mad Max Fury Road et Logan en noir et blanc, ça n'apporte pas grand-chose. Je suis tout à fait d'accord sur Fury Road. L'autre, je ne l'ai pas vu. Mais Fury Road, la version noir et blanc, pour moi, n'a pas. Est-ce que dans ta recherche, tu as quand même été répondre à cette question essentielle? Y a-t-il eu effectivement une version noir et blanc de la Snyder Cut de Superman? la Justice League. Alors, adressons-nous aux spécialistes. Alors, on laisse réfléchir. C'était prévu, apparemment. On laisse réfléchir Mika. C'est notre spécialiste super-héros. Alors, Justice League, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça. C'est pas en noir et blanc. Sachant pas en noir et blanc. L'image que par contre, c'est proche du noir et blanc. C'est-à-dire qu'il travaille assez sa couleur. Désaturé, ouais. Ah ouais, il désature, mais à un point. Comme on l'a vu récemment au cinéma, Nosferatu. Oui. Où c'est de la couleur, mais il y a des moments. C'est vrai que c'est. Alors t'as des moments très colorés, mais comme c'est un film assez
sobrement éclairé, on va dire, même si l'image est superbe, hein, Bah, on va pas revenir dessus, mais on en a parlé en plus dans une critique sauvage, mais effectivement, il y a un côté un petit peu désaturé, le film rendant hommage au film de Murnau de 1922, qui était évidemment un film noir et blanc, qu'il ait fait un film assez peu coloré dans l'absolu, c'est assez logique. Oui, parce que c'était noir, blanc et bleuté en général. Voilà, la seule source de lumière puissante qu'il va y avoir et qui est colorée, c'est le feu, quoi. Le feu, exactement. Dès qu'il n'y a pas de feu, c'est des lumières tamisées, enfin d'ambiance très froide. Ouais, c'est très très froid, voire sombre. Bon, je suis quasiment au bout de ma liste. Hein. J'avais noté The Artist, dont on reparlera peut-être dans l'été d'ailleurs, dans le cadre d'une autre question. Alors The Artist, pareil, dont le projet en noir et blanc est totalement cohérent par rapport à son propos. Belfast, 2021. Donc Branagh a fait son Quaron, son Spielberg, Roma, ouais. en faisant son Roma. Belfast est un film en noir et blanc. C'est un film en noir et blanc qui raconte une histoire du passé du cinéaste. Voilà. Et le nom du film, c'est tiré d'un quartier de son enfance. Donc, c'est vraiment la même chose que Roma. On est d'accord. J'ai pas vu, je veux pas critiquer. Faudrait que je vois Belfast pour voir. C'est pas, j'avais pas adoré, mais pareil, hein, Kenneth Branagh. Je vous invite, si vous voulez en savoir un petit peu plus, on a parlé un petit peu de lui dans une émission dans l'année. C'est vrai. Et puis je voulais évoquer également, alors on est encore chez Netflix d'ailleurs, et même si le film n'est pas intégralement en noir et blanc, mais moi ça avait été une de mes grosses claques quand je l'ai vu. Bon, je crois que j'ai déjà dit tout l'amour que j'ai pour Marilyn Monroe, le biopic qui n'en est pas complètement un de Andrew Dominic, Blonde, voit certaines de ses séquences parmi les plus belles, entre autres. Alors Dieu sait que des scènes belles, il y en a, le film en regorge, mais il y a quand même quelques séquences en noir et blanc qui sont absolument sublimes. Moi, vraiment, dans cette volonté de recréer un petit peu des photogrammes qu'on a en tête de Marilyn, certains très connus. Voilà, mais il y a un travail sur le noir et blanc. En fait, ce qui est intéressant sur la valeur du noir et blanc et la manière de le travailler, et que le noir et blanc peut être aussi beau que la couleur, j'invite ceux qui nous écoutent à regarder des films où effectivement il y a les deux. Ce qui est le cas de Blonde. Blonde, le film, au-delà de sa durée, hein, qui fait 2h45, 2h50 je crois, le film contient des séquences en couleur, plutôt travaillées à ce niveau-là, hein, le film est quand même esthétiquement très beau, il y a des séquences en couleur, il y a des séquences en noir et blanc. Et je trouve intéressant au sein d'un même film de pouvoir comparer le travail sur l'un et sur l'autre, parce que du coup on a un travail assez homogène de la part on a la même vision d'un cinéaste et de son chef opérateur, et je trouve intéressant de pouvoir comparer au sein d'un même film les deux. Et on se rend compte, dans Blonde, c'est vraiment le cas, à quel point les séquences en noir et blanc n'ont rien à envier aux séquences couleurs, en termes d'esthétique, de beauté, de rendu final, quoi. Cette année, il y a eu aussi Pauvre créature, où le début est en noir et blanc, et ensuite on passe à la couleur. Oui, exact. Pareil, film, alors je sais qu'il divise un petit peu la rédaction, on n'en a pas parlé de celui-là, mais il divise un peu la rédaction. Bon, Mika n'aime pas, Bertrand était plutôt comme moi à considérer le film... enthousiaste là, au premier visionnage. Voilà, oui. et il faut quand même reconnaître, je pense que là-dessus on sera tous d'accord, esthétiquement Pauvre créature, c'était quand même quelque chose d'assez phénoménal. Oui. L'esthétique est quand même assez sublime. Oui. Et effectivement, tu fais bien de le souligner, la première partie est en noir et blanc. Voilà. Donc moi, voyez, essayez de trouver des films comme ça où vous avez les deux, le traitement des deux, du noir et blanc et de la couleur, et ça permet quand même de se rendre compte à quel point, le noir et blanc, c'est absolument pas un frein à des choses assez belles. Il y a eu aussi un autre film qu'on a chroniqué, que tu as chroniqué précédemment dans la saison, Dead Again. Oui, bien sûr. Oui, alors même si le film a un peu plus de 30 ans, mais bien sûr, oui, avec des séquences noir et blanc sur les. Pareil, un noir et blanc qui fait sens puisque ce sont des flashbacks dans le récit, et que les séquences contemporaines du film sont traitées en couleur. Mais effectivement, Mika, on a les deux pendants dans un même film. Voilà. Donc avec une esthétique qui est celle du film d'il y a 30 ans. À ceci près qu'on peut peut-être y mettre une réserve sur ce genre de cas de figure-là, c'est que possiblement le réalisateur aura eu à cœur de favoriser plus ces parties-là pour les rendre plus expressives que le reste du long métrage qui finalement est dans une tonalité plus commune. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Oui, c'est plus stylisé dans les parties pour ce qui est la comparaison, c'est peut-être moins évident à ce niveau-là. Et en tout cas pour le cas de Dead Again, effectivement, ouais. C'est là où je disais que le film peut-être de Blonde de Andrew Dominic était peut-être plus pertinent et puis surtout plus contemporain pour encore une fois ceux qui nous écoutent. Nous sommes en 2025. Blonde est sorti quand même assez récemment, donc je pense que le film est probablement plus pertinent dans ce rapport du noir et blanc et de la couleur dans une même œuvre. Qu'est-ce que je voulais aborder d'autre ? Est-ce que vous avez, vous, des films en termes de...
film noir et blanc, a priori plutôt intégralement tourné en noir et blanc, est-ce que vous avez vraiment des gros coups de cœur, des films que vous mettez, alors on va encore être sur des tops, des choses comme ça, mais quel ennui. Mais on fonctionne beaucoup comme ça dans les cercles cinéphiles, mais est-ce qu'il y a des films noirs et blancs que vous placez extrêmement haut dans... Alors, toute époque confondue, hein, bien sûr. Là, c'est vrai que moi, je me suis amusé à lister des films, là. Tous les titres cités, pour la plupart, ce sont des films qui ont moins de 40 ans ou 40 ans, quoi. Toute période confondue, est-ce qu'il y a vraiment des choses, alors, peut-être que ça plus être Quentin, Mika, peut-être moins, tu le disais, t'en as vu peut-être moins, mais... J'en ai quelques-uns, là, qui me viennent en tête, mais, moi, j'ai La Rue Rouge de Fritz Lang, que j'avais beaucoup aimé. Tu fais du bien, mon petit cœur. Oui, je sais, c'est pour ça que je l'ai cité en premier. Fayot. Mais, après, moi, j'aimais bien les vieilles comédies françaises, notamment Ni vu ni connu avec Louis de Funès, qui me faisait beaucoup rire et que j'ai vu en boucle quand j'étais gamin. C'était un film qui tournait beaucoup. Après, sur le noir et blanc, le jour se lève. C'est vrai qu'on en a traité quelques-uns dans l'année. Les vieux gamins. Moi, je vais le citer, effectivement. Les vieux films. Après, moi, plus récemment, moi j'ai vu, comme j'ai dit, Mad Max Fury Road, Logan. Bon, pour moi c'était. C'est pas des films qui ont été faits en noir et blanc pour le noir et blanc. Pas été faits pour le noir et blanc. Donc voilà. Moi, ce que j'ai en tête, ça va être des films qui vont se rapprocher du noir et blanc, genre la Snyder Cut. Mais ça s'en rapproche. C'est pas vraiment de ça, mais c'est là où c'est intéressant d'un point de vue travail. Ou travaux, les deux, ça se dit. Voilà. Mais sinon, il y a pas grand chose. Psychose. Enfin, mais là, je cite vraiment les super connus en même temps. Oui, on a vite fait d'enfoncer les portes ouvertes de toute façon. Oui, mais le but, c'est aussi de démontrer aux gens. Alors, pour ceux qui n'auraient pas percuté, mais Psychose, quel bel exemple. Enfin, moi, dans ma cinéphilie, toute période confondue et tout réalisateur confondu, je mets Psychose extrêmement haut. Probablement un de mes 20 films les plus importants depuis presque toujours. Psychose, c'est un film en noir et blanc. Il y a un truc qui vient de me revenir. Je crois que ça s'appelle Werewolf, qui est un moyen métrage qui est sur justement Disney+, qui est dans l'univers Marvel, mais qui a été réalisé par Michael Giacchino. Comment on dit déjà Le compositeur. Oui, le compositeur. Michael Giacchino. Je saurais jamais le dire. Mais qui est réalisé par ce compositeur et qui est vraiment très joli visuellement et qui a un très beau noir et blanc, et je crois que c'est que du noir et blanc. C'est très très chouette. Ça dénote un peu du MCU. D'ailleurs, c'est même pas canon au MCU, c'est juste une production Marvel. Donc voilà, là ça m'était revenu. Après, moi je sais pas si vous avez d'autres idées, parce que je sais que t'en as cité pas mal, David, mais moi j'ai cité surtout des films récents, mais oui, Bertrand, vas-y. Moi, ce qui va me venir plus facilement, c'est probablement les films anciens, donc avec un noir et blanc qui était quasiment obligatoire, technique. Donc après, ils sont dans ma mémoire et dans mon affect, dans mes goûts, pas parce qu'ils sont en noir et blanc, c'est juste parce que ce sont de bons films. Alors, est-ce que c'est vraiment utile de les citer à ce titre-là? Voilà, on peut dire Le Salaire de la peur, on peut dire La Guerre des boutons, Les Oiseaux, ce genre de choses. Alors les oiseaux est en couleur. Les oiseaux est en couleur. Ah bah oui. Dans mon souvenir, il est en noir et blanc, t'as qu'à voir. Il y a des films que tu l'as vu à l'époque avec ta télé. C'est pas impossible. C'est pas parce impossible. que les oiseaux est en couleur. Les oiseaux est en couleur. Ouais. Alors les oiseaux sont en couleur, donc. Le film Les Oiseaux est en couleur. T'as envie de pinailler. T'as envie de... tu m'as pris en défaut, je suis obligé. Mais oui, je te rejoins. On pourrait même quasiment citer tout ce qui a été fait antérieurement à 1950 finalement. Oui. Si on va par là. Après, j'ai pas de trucs qui ressortent vraiment au titre d'être fait en noir et blanc. Moi, je vais juste rebondir sur Le Salaire de la peur. Moi, un de mes cinéastes fétiches qui n'a pas été abordé en première saison, ça viendra probablement à un moment donné, mais Henri-Georges Clouzot a tourné 11 films, dont, on va dire, 9,5 en noir et blanc. Donc, puisque le Mystère Picasso est en partie en couleur, en partie en noir et blanc, et son dernier film est en
est en couleur. Et c'est un cinéaste, je trouve, dont le contenu n'a pas à rougir, évidemment, des films en couleur. Et j'irai même plus loin, je citerai juste une séquence du Corbeau, la fameuse séquence de la lampe. De la lampe, voilà. Et est-ce que cette scène-là aurait du sens en couleur ? Eh ben, je suis pas sûr. Voilà. Bah non, parce que voilà, on est bien d'accord. On a une espèce de joute verbale entre deux personnages à un moment, avec un jeu de lumière sur une lampe qui bascule, qui est au bout d'un fil dans la pièce au-dessus d'eux. Et entre ce qui se dit dans le dialogue et le mouvement de la lampe, bon, ben il y a un jeu du bien, du mal, de l'ombre, de la lumière, etc. Est-ce que ça aurait le même impact en couleur ? Très sincèrement, je suis pas sûr. Je voulais citer cet exemple parce qu'évidemment le cinéma regorge de petites choses comme ça, mais le noir et blanc faisait vraiment sens à plus d'un titre et bien souvent dans le film. Si je veux vraiment me faire l'avocat du diable, je pense que tu dis ça parce que c'est un de tes réalisateurs fétiches. Et oui, j'y viens facilement, mais bien sûr. Je crois pas que une belle scène comme ça faite en couleur aurait été très différente. Tout dépend de l'intention que tu y mets. Je sais pas, ça dépend de l'éclairage. Elle aurait été faite différemment, je pense. Oui, peut-être parce que là, tu utilises les méthodes que t'as à l'époque. Tu te débrouilles en fait. La redite quasiment de la scène qui est inspirée dans la Psychose. Il y a une redite de cette chose-là. Tout à fait. Et dans le 7e film de la série Harry Potter, il y a une redite de Psychose. Ouais. À un moment donné, sans dialogue spécialement. Je trouve que la scène, justement, où cette chose-là apparaît, rehausse d'un coup les 5 minutes qui ont précédé et les 5 minutes qui suivent. Alors, dans le Harry Potter. Attends, parce que le Harry Potter, je les ai vus plein de fois. Le 7e, donc là, c'est le 7 partie les Reliques de la mort, partie 1. Voilà. Oui. Chez la vieille Mathilda Tour de Sac. Ok. Le moment où le serpent saute et puis apparaît et que, hop, un coup dans la lampe et ça... Ah putain, c'est vrai, oui. Voilà, et j'ai pensé immédiatement à Psychose. Ah ouais, de toute façon, cette occurrence-là de la lumière qui joue sur son va-et-vient et du coup sur l'ombre, lumière dans le cadre, bon, je pense que si on faisait un thème là-dessus, on pourrait trouver pas mal d'entrées. Le fait est que, bizarrement... Mais ton exemple est très pertinent. Le fait est que, bizarrement, à ce moment-là, alors, ça contredit peut-être ce que je viens de dire, mais la couleur devient très désaturée à ce moment-là, justement. Mais parce que moi, je trouve que ça fait sens. Psychose, bon, on l'a dit, c'est un film en noir et blanc, mais pareil. Est-ce que, alors évidemment que ça pourrait avoir du sens en couleur. Après, rappelons quand même que le Psychose est de 1960 et que Hitchcock l'a volontairement tourné en noir et blanc. Oui, il y avait déjà un pour des raisons de censure, etc., que le problème de la couleur rouge du sang aurait posé problème, pour la violence, etc. Moi, je me demande même si Psychose aurait été aussi flippant en couleur. Je pense que, à avoir voulu atténuer un mal, dans son film, dans le rendu artistique du film, je pense qu'il a juste accentué le truc. Et Psychose, je le trouve d'autant plus terrifiant qu'il est en noir et blanc, je pense. Alors après, oui, parce qu'on voit quand même difficile à dire, mais bien sûr, parce qu'on n'a jamais vu en couleur. On voit quand même des lames qui tranchent, ce genre de choses-là, quand même. Bien sûr. Mais c'est vrai que bon, voilà, il y avait ce côté, au moins la couleur rouge sera noire. Ce qui, non, mais visuellement, c'est pas le même rendu. Non, mais ça va, Tarantino a joué un peu là-dessus avec sa scène de Kill Bill, volume 1, hein. Ah oui, on était sur, la scène passe en noir et blanc, pour le fameux massacre, voilà. Ça relève du même truc, sauf qu'on est en 2003. Mais c'est le même délire, hein. Voilà. Je vais reparler de Logan, mais c'est là où Logan est ultra violent. On se prend de la violence graphique assez régulièrement pendant tout le film, si c'est pas pendant tout le long du film. La version en noir et blanc, elle fait perdre, mais à fond sur cette violence, et on se la prend moins dans la gueule, quoi. Alors, est-ce que c'est parce que tu l'as étudié comme ça, ou c'est parce que t'as vu d'abord la version en couleur? Ah bah j'ai vu la version en couleur d'abord. Voilà, on est influencé de toute façon. Oui, voilà, non mais je veux dire c'est. Non mais oui, t'as raison. Mais le fait est que il y a, enfin. C'est complètement illusoire d'être totalement objectif à ce niveau-là. Mais bien sûr, c'est pas possible. Non, mais je l'ai bien dit d'ailleurs en début d'émission. Moi, le but pour ceux qui nous écoutent, alors nous, c'est d'échanger effectivement sur ce sujet-là, qui est pas forcément revenu 50 fois, le sujet du noir et blanc dans nos discussions nombreuses sur le cinéma. Je trouvais intéressant de le développer aujourd'hui avec les micros. Mais le but, c'est de démontrer aux gens que le noir et blanc, bon, déjà, il faut pas que ce soit un butoir, parce que faut pas forcément associer le noir et blanc au vieux film, ça c'est le petit 1, et ça peut paraître être une évidence dit comme ça, mais pas forcément. Donc c'était bien de mettre l'accent dessus. Et puis un film en noir et blanc peut avoir tous les atouts
d'un film en couleur, en termes d'esthétique, de beauté, de rendu, d'ambiance, enfin voilà, des portraits de personnages, des manières de filmer des personnages, ça peut être aussi beau dans des gros plans en noir et blanc que dans des gros plans en couleur, et parfois même en jouant justement sur ces contrastes qui sont parfois moins évidents à voir avec un film en couleur, parce que le noir et blanc, bon, comme il n'y a encore une fois que le noir et le blanc, bah ça joue sur cette comment dirais-je, cette opposition du noir et du blanc à l'image. Parfois, on peut avoir des contrastes qui ne sont pas si évidents que ça à avoir dans un film couleur. Donc, des rendus d'expression de personnages, etc., dans des situations précises. Je trouve que le noir et blanc peut même, dans certains cas, rehausser ce qu'on n'aurait pas forcément avec un film en couleur. Non, c'est très expressif. Le noir et blanc, c'est très expressif. C'est très expressif. Voilà, exactement, c'est très expressif. Et d'ailleurs, quand on parle de l'expressionnisme allemand, d'un point de vue esthétique, on l'associe à quoi? On l'associe à des films qui sont sortis, alors plutôt sur la période des années 20. Dans les années 20, on est bien d'accord que les films en couleur, ça courait pas les rues. Ça courait pas les rues. Bah oui, mais du coup, il y a le serpent se mord la queue, parce que de toute façon, ils n'avaient pas le choix que de faire des films en noir et blanc. Je suis d'accord, Bertrand, voilà, mais est-ce que l'expressionnisme, alors on l'a qualifié d'expressionnisme allemand parce qu'effectivement plutôt germanique à l'époque et mis en scène par des cinéastes, Fritz Lang et bien d'autres, Murnau, etc. Mais est-ce que ce truc aurait existé s'il y avait toujours eu que la couleur? Mais comme ça provenait quasiment uniquement de l'utilisation des éclairages et pas uniquement du fait que la couleur dominante c'est le gris. Si ça avait été en couleur, si la technique de la couleur avait été maîtrisée comme le noir et le blanc était à l'époque, ça aurait été pareil. Parce qu'on aurait connu que ça. Oui, mais alors, est-ce que ça serait appelé comme ça, expressionnisme allemand? Est-ce que le rendu aurait été le même? Parce qu'encore une fois, moi j'insiste. Oui, et puis je crois qu'il y a un contraste dans le noir et blanc. Tout ça, mais on pourra jamais. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour essayer. On va essayer de répondre vraiment à la question de est-ce que si le noir et blanc avait été différent, ça aurait été de la couleur. Bravo. C'était pas la question de départ. C'était pas du tout la question de départ. Non, mais ce que je veux dire, on peut pas avoir de réponse ferme et définitive à ce niveau-là. Et je l'ai bien dit, en début mais là, pour le coup, sur la donnée de qu'est-ce qui s'est passé il y a 100 ans, si la couleur avait existé il y a 100 ans, ça aurait été autre chose. Moi, ce que je voudrais sur les films d'il y a 100 ans, pour revenir sur cette partie-là des films en noir et blanc, parce qu'on a évoqué les films noir et blanc récents, etc., des films intermédiaires sur les années 40, 50, 60, 70, c'est plus intéressant de parler justement de ces films-là, parce que ceux qui étaient dans un non-choix, c'est comme ça et puis c'est tout. Oui, mais moi, ce que je voudrais, c'est souligner, encore une fois, pour des gens qui auraient peut-être des réticences à les voir, ces films-là, un film noir et blanc peut être tout aussi drôle qu'un film en couleur. Tout à fait. Parce qu'on n'a pas parlé d'eux, mais des Keaton, des Chaplin, des Laurel et Hardy, Harold Lloyd, toute la clique. Ce ne sont que des films en noir et blanc. Oui. Ce sont des films. T'as cité Mika tout à l'heure, Ni vu ni connu, comédie avec De Funès. Oui, voilà. Est-ce que c'est moins drôle un film en noir et blanc qu'un film en couleur? Je suis pas sûr. Ce que je veux essayer de faire ressortir aujourd'hui, peut-être le truc principal qui m'a fait aller vers cette orientation de thème, c'est que un film en noir et blanc n'est pas lésé du fait qu'il n'est pas en couleur. Voilà. Mais si on c'est ça que je je reviens essayer toujours à ma marotte du départ, c'est que si on parle d'une époque où il n'y avait pas le choix, la question ne se pose pas. Je la pose pas non plus. Je me pose pas la question de savoir si Nosferatu de Murnau serait mis en couleur. Est-ce que si Laurel et Hardy avaient été en couleur, ça serait pas appelé de la comédie slapstick? Si, sûrement aussi. Voilà, tu parles, c'est la même chose. Oui, mais c'est pas la question. C'est la même chose que l'expressionnisme, en fait. Ce qui est intéressant d'essayer d'appuyer là, ça va être aussi, du coup, le point de départ. Moi, mon propos, c'est de dire justement que ça n'a pas à être un obstacle, puisque c'était comme ça. Oui, non, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris. Non, déjà, la base déjà du thème, c'est de dire aux gens qui nous écoutent, qui sont peut-être pas qui sont un peu réticents, que effectivement le cinéma en noir et blanc, c'est pas chiant, c'est pas nul. Ne le soyez pas. Voilà. Après, je comprends, parce que aujourd'hui, on en voit quasiment pas. Du coup, c'est synonyme de vieux film, et donc quand on n'est pas très intéressé, voilà, ça se comprend. Mais du coup non, pas du tout, il y a vraiment des choses très bien dans le noir et blanc. Et puis moi ce qui est intéressant, c'est certaines utilisations qu'on peut voir avec l'évolution du cinéma. L'arrivée de la couleur, c'est à la fin des années 40, il me semble, en tout cas de la expérience, c'était déjà avant, plus récente, mais elle a une diffusion réelle. Autant n'importe le vent en 1939 Ouais, voilà. Film en couleur. Magicien d'Oz. Avec bien sûr, Magicien d'Oz, c'est 38, il me semble bien. Oui, parce qu'avant, il y avait la colorisation. Alors t'avais les versions teintées, oui. Les versions teintées, un peu différent. Avec des dominantes, oui, c'est encore autre chose. Justement, avec le Murnau, il y a des passages couleurs sur certaines copies. Il faut attendre encore longtemps avant qu'il y ait de la couleur dite naturelle.
Oui, tout à fait. Mais oui, tu vois, on a, oui, effectivement, le Magicien d'Oz, c'est un très bon exemple, parce que le film commence, alors, moi, je l'ai pas vu, mais je connais le délire, quoi. Le film commence au noir et blanc, et puis, dans le monde magique, d'un coup, il y a la couleur qui apparaît, et à l'époque, il y avait quasiment pas de film en couleur, donc c'était un choc. D'ailleurs, on est 1 an après, la sortie de Blanche-Neige, où Blanche-Neige, s'il y a eu autant de succès aussi, c'est parce que, au cinéma, on voyait pas de couleur. Et là, vu que c'est du dessin animé, tu pouvais foutre de la couleur. Et ça aussi, ça a impressionné les gens. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on avait, le cinéma était tourné en 4/3. Alors je sais pas s'il y a un terme précis, voilà, mais c'est du 4/3 quoi. Et quasiment tous les films étaient en 4/3. Et arrivé à la fin des années 40, courant 50, on a le cinémascope qui apparaît avec du coup des formats cinémascope, Technicolor, voilà, avec vraiment des grands qui permet d'avoir des grands plans larges et donc tout ce cinéma incroyable avec du coup les grandes épopées qui étaient en couleur. Le Ben-Hur, les 10 commandements, des choses comme ça, c'est toujours en couleur parce que c'était le cinéma clinquant, etc. Et t'as des cinéastes qui ont pris un revers ça, c'est-à-dire qu'ils ont pris ce format-là et qui en ont fait des films en noir et blanc. Je pense à Billy Wilder par exemple, qui a fait beaucoup de films en noir et blanc alors que c'est pas du tout du 4/3, c'est du film The Apartment par exemple, qui est un film qui a un très très beau noir et blanc, La Garçonnière en français, un film magnifique qu'on parlera certainement un moment ou un autre dans l'émission parce que ça me plairait bien, oui. Nous sommes deux à être très 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 friands de ce film-là. Ah oui, donc on va en parler, c'est sûr. Ouais. Si c'est pas là, ce sera l'autre. S'ils sont deux, ils sont majoritaires. Voilà, c'est très bien. Vous allez voir, c'est très très bien. C'est magnifique. Et ouais, Billy Wilder, je crois que toi, tu vas me connaître que moi, David, mais Billy Wilder, je crois qu'il y a pas de film en couleur ou si il en a tourné. Ouais, si. Et puis, mais plutôt joli d'ailleurs. Ouais. Et déjà 7 ans de réflexion, qui arrive assez tôt dans sa carrière. Ah putain, mais oui, je suis con, il y a même le Sherlock Holmes, il est en couleur. La vie privée de Sherlock Holmes, mais ses derniers films, Avanti. Ok. Mais dans les années 50, on est en full noir et blanc, quoi. Ouais, parce que Certain Show, c'est du noir et blanc. Voilà. Ariane, c'est noir et blanc. Sabrina. Voilà. Et il revient même au noir et blanc régulièrement dans les années 60. Alors, tu l'as dit avec La Garçonnière, bien sûr. 1, 2, 3 doit être un film en noir et blanc. On est au début des années 60. C'est marrant parce qu'il a vraiment oscillé entre les deux. Ouais, même après, c'est mis à la couleur, il est revenu au noir et blanc quand même. C'était une période où les cinéastes, elle a un peu, certains en tout cas, tu parlais d'Hitchcock, qui a aussi fait des choix, voilà. En France, moi je pense à Verneuil comme cinéaste en noir et blanc que j'aime énormément, Un singe univers avec Bébel et Gabin, merci, que j'aime beaucoup, et puis aussi Delon et Gabin, le film de Casse là, Deux hommes dans la ville. Mélodie en sous-sol. Oh là là, ça c'est Mélodie en sous-sol. Deux hommes dans la ville, ce n'est pas en noir et blanc et c'est le cinéaste avec un nom italien. C'est Giovanni, merci. Ouais. D'accord. On a parlé il y a pas si longtemps. Pareil, télé en noir et blanc, donc il était en noir et blanc. C'est un film en couleur. Par contre, Mélodie en sous-sol, c'est du noir et blanc. Et un très très beau noir et blanc. Ouais, c'est très beau. Et c'est en cinémascope, des films en du coup, comment dire, c'est pour les gens format large. Voilà, format large. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, qui était quelque chose qui n'était pas utilisé pour le noir et blanc, qui était justement alors j'ai peut-être une énormité là, peut-être que voilà, mais il me semble que ça a été un format d'image qui a été fait pour la couleur, avec l'arrivée de la couleur et le fait de pouvoir faire des plans réalistes du coup, qu'on se rapproche de la réalité, quelque chose de large et tout, et donc ça a été réutilisé. Donc voilà, c'est le noir et blanc à partir des années 40, à partir des années, excusez-moi, plutôt 50, 60, il y avait des choix, des choix économiques effectivement parce que c'était moins cher, mais il y avait aussi des cinéastes qui l'utilisaient par raison artistique, et il y a des choses magnifiques qui sont ressorties. Donc ouais, dans les années 50, 60, il y a plein de choses à regarder en noir et blanc, voilà. Chez nous, la nouvelle vague a démarré à la fin. Oui, on en a parlé dans l'année avec Truffaut entre autres. Ils sont arrivés fin des années 50, début des années 60, et certains sont restés un certain temps dans les années 60 avec du noir et blanc. Truffaut, Godard, voilà. Donc alors qu'ils pouvaient, alors il y avait peut-être aussi des raisons économiques. Là, faudrait reprendre l'histoire de chaque tournage, etc. Parce qu'on l'a dit, ça pouvait être un choix économique le noir et blanc à l'époque. C'est-à-dire que la pellicule noir et blanc coûtait moins cher que la pellicule couleur. Et on sait le côté parfois bricolé de la nouvelle vague. Bon. Mais il n'empêche que c'est resté un choix. Bon, ça l'est encore aujourd'hui d'ailleurs, un cinéaste qui veut tourner en noir et blanc. Alors, c'est sûr que commercialement parlant, c'est moins facile à défendre pour les préjugés qu'on a déjà pu évoquer depuis le début de cette émission. C'est-à-dire que voilà, pour le public d'aujourd'hui, ça peut être plus compliqué d'aller vers un film noir et blanc. Mais encore une fois, c'est dommage parce qu'il n'y a pas de restriction particulière à avoir par rapport à ça. Je crois que ça se défend tout à fait sur tous les plans, tout autant qu'un film couleur. Donc voilà. Moi, j'ai fait le tour de ce que j'avais à raconter, en tout cas.
Oui, bah à peu près aussi. Hein, voilà. On a brassé pas mal de titres, on a essayé de dégager quelques petites pistes, voilà, de réflexion autour des films en noir et blanc. Mika, pareil de ton côté, est-ce que t'as quelque chose? Moi j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Hein, ok. Mais rien ne vaut finalement la méthode empirique à ce niveau-là. Faites-vous votre idée, regardez des films et puis. Voilà, oui, bien sûr. On parle après. Voilà. Mais voilà, bah, Ne soyez pas obtus. Comme Voilà. peut l'être. Ne soyez un pas ado. comme nous. ouais, mais voilà, genre, non mais voilà, essayez, voilà, et je pense que le tremplin de films plutôt récents en noir et blanc peut être une bonne initiative pour essayer de se rendre compte un petit peu que vous verrez, vous pouvez prendre tout à fait le même plaisir à regarder du noir et blanc, des films en noir et blanc comme des films en couleur. Et puis après aller vers les plus vieux films, voilà, parce qu'évidemment après quand c'est en noir et blanc et muet, oulala, là c'est encore une autre logistique. Mais voilà, allez-y progressivement et vous verrez que c'est bien chouette et qu'il peut y avoir des grands moments de cinéma, de très très grands moments de cinéma dans les films en noir et blanc aussi. Voilà, on va si tout le monde a donné ses petites pistes, ses idées, voilà. Donc encore une fois, c'est ce petit format que l'on inaugure avec cette question aujourd'hui. Il va y en avoir normalement 3 autres tout au long de l'été. On va garder un rythme à peu près proche en termes de diffusion des épisodes. la même chose, une fois tous les 15 jours. Voilà. Donc ce sera des émissions moins lourdes en termes de durée, différentes dans le traitement du contenu, mais voilà, pour essayer de continuer à parler cinéma tout au long de l'été de manière un peu légère. Oui, Mika. On n'oublie pas les sponsors. C'était, voilà. Je voulais y venir. Les partenaires, pardon. Voilà, les partenaires. Un petit clin d'œil à notre ami Claude Turier qui a fait nos caricatures et qui accompagne pas mal de nos bannières, publications, etc. sur les réseaux. Un petit coucou au CGR Châteauroux, auprès de qui je présente régulièrement des films dans le cadre des cycles des plans cultes. Pareil, hein, comme La Horde Sauvage. Un jour, il faudra vraiment qu'il s'explique sur ce nom d'ailleurs. Donc 4 films choisis autour d'un thème, donc un peu le même fonctionnement que nous dans nos saisons. Et puis également un petit coucou à Martin Vagnoni et Antoine Royer, les camarades avec qui j'anime format respecté l'émission cinéma sur Radio Balistique depuis maintenant 8 ans. Alors Martin nous a rejoint sur la saison 2024-2025. Mais voilà, on continue et normalement on reprend à la rentrée si tout va bien. Voilà, donc un petit coucou aux camarades. Podcast possible évidemment, comme pour La Horde Sauvage. Vous pouvez réécouter les émissions qu'on fait sur Radio Balistique, sur le site balistique.fr. Voilà, vous avez pas mal d'émissions disponibles, au moins les 6 derniers mois en général, accessibles. Pour les partenaires, je crois que j'ai fait le tour. Et oui. Et si on a fait le tour également de la question, on a fait le tour. Eh bien, on vous dit à dans 15 jours. Dans 15 jours. Et avec une autre question proposée par un autre des camarades et ainsi de suite. Voilà, pendant tout l'été. Voilà. Et si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Et sinon, bon courage pour le travail. Profitez bien de la montagne, voilà. Ça c'est pour Quentin. Ah oui. De la plage, ça c'est pour les autres. Faut aller à la montagne l'été, Faut aller à c'est la mieux. montagne. C'est mieux que la plage. Si vous avez écouté le dernier thème de l'émission de l'année, voilà, vous comprendrez le clin d'œil à Quentin. Et c'est bien que vous avez été patient. Voilà. Bonnes vacances à tous et puis à très bientôt pour la suite. Et puis c'était La Horde Sauvage. Merci à vous de nous avoir écoutés. Salut. Des bisous. Bonsoir. Dans 15 jours.